Alors, ma mère m'a toujours dit qu'il ne fallait pas parler avec les gens sans savoir à qui vous parlez. Est-ce que les gens qui fument des cigarettes pourraient lever la main, s'il vous plaît? C'est incroyable. Les gens qui ont bu de l'alcool dans les 7 derniers jours? C'est toute la salle. Vous les avez en télé, là? Oui, c'est bien. Les gens qui ont bu de l'alcool dans les dernières 24 heures? Presque toute la salle. Monsieur Morel, est-ce que je suis en sécurité ici? Il y a beaucoup de... Donc, nous sommes tous des utilisateurs de produits, n'est-ce pas? Donc, on y va ensemble. Et ça, c'est la leçon numéro 1 de la démocratie sanitaire, de ce qu'on appelle la démocratie sanitaire. La leçon numéro 1. Donc, commencez par être addict. D'accord? Commencez par l'être. J'appuie en abandon. Hop! OK. Je voulais juste aller très vite. Dans les années 80, il y avait un truc qui s'appelait le sida. À cette époque, il y avait des méchants gens qui nous traitaient de sidaïques et des sidéens et qui traitaient des gens vivant avec le VIH comme cela. Des énormes débats entre les associations sur comment est-ce qu'on appelle des gens qui vivent avec une maladie. Et pile, c'était ça le propos. L'enjeu, c'est de vivre avec. Et donc, la première chose sur laquelle je veux insister, c'est surtout de ne pas dire des gens souffrant d'addiction. Mais deuxièmement, de dire le choix à cette époque, c'était de dire le système de soins, nous sommes des usagers du système de soins. Et cet utilisateur, en fait, en tant qu'usager du système de soins, nous avons des droits. Nous avons des droits en tant qu'usager du système de soins. Et c'est pour ça qu'on utilise le terme usager. Donc, il y a une merde aujourd'hui. C'est que vous, les salauds qui travaillent dans les addictions, vous parlez de usagers de drogue. D'accord? Alors que je conseille vivement de faire très attention dorénavant dans l'utilisation de ce type de terme. Faites très gaffe. L'usager des services d'addictologie sont des gens qui ont des droits. D'accord? Et c'est différent des usagers de drogue qui sont des utilisateurs d'une substance et souvent ils n'en ont pas. Donc, juste, je souhaite souligner cette petite ambiguïté. Quoi qu'il en soit, les usagers du système sanitaire et de vos services, et de beaucoup de vos services, pour vous qui êtes dans des services de santé ou du médico-social ou du social, quoi qu'il en soit, les usagers de vos services sont des gens qui ont des droits par rapport à vous. Tac. Donc, recommandation numéro 2, je vais vite. Les usagers, quoi qu'il en soit, se méfient du système. Quoi qu'il en soit, presque par définition, on ne vous croit pas. On a des 1000 preuves, même il y a des gens hier qui ont dit des choses méchantes sur les publications scientifiques des alcoologues, par exemple, influencés par l'industrie d'alcoolologie. Donc, est-ce qu'il faut qu'on croie les scientifiques qui parlent, M. Beck, vous êtes là, M. Delisle, les scientifiques qui parlent de l'addictologie, est-ce qu'on doit les croire ou pas? Bref, toutes les sciences entrent elles aussi dans le débat démocratique et il faut continuer de débattre ces concepts. Donc, affirmer comme règle que toute politique sur les addictions, sur les soins pour les addictions, sur les stratégies de réduction de risques et dommages liés aux conduites addictives doit se construire avec la pleine participation des personnes vivant avec une addiction. Rien sur nous sans nous, mais rien. D'accord? Recommandation 3. C'est évident, tout le monde l'a dit, décriminaliser l'usage de produits pour faciliter l'intégration des personnes concernées dans les associations en question et pour libérer la parole des personnes concernées par rapport à la définition et l'application des stratégies de réduction de risques et de dommages liés aux conduites addictives. Quoi qu'il en soit, s'il est dangereux de dire qu'on a une addiction, dangereux pour soi, d'accord, parce que c'est stigmatisant, parce que c'est discriminant, mais dangereux aussi pour ses proches, dangereux pour ses enfants, dangereux pour sa famille,
S'il est dangereux de le dire, pourquoi je vous le dirai? Vous allez me juger. Vous allez me regarder descendre la rue, vous allez regarder mes enfants. Ça, c'est un enfant d'un addict. Donc, j'ai intérêt et j'ai raison de ne pas vous le dire, d'accord? J'ai raison. C'est pour protéger autrui que je ne vous le dis pas. Donc, recommandation numéro 4. Former les professionnels sanitaires et du social en addictologie en compétences de communication. Quoi qu'il en soit, lorsque vous bossez avec des gens en situation d'exclusion sociale, et vous le savez, ces gens-là ne vous disent pas tout, et vous ne savez même pas poser les bonnes questions. Je viens d'un pays primitif, ça s'appelle l'Australie. On est des bagnards. Moi, je suis descendu des gens qui étaient dealers en truc qui s'appelle le whisky. Vous n'avez pas ça ici. Qui étaient envoyés en Australie en bagne, d'accord? Mais dans ce pays, par exemple, dans les études de médecine et dans tous les métiers sanitaires et sociaux, 30% de la note de la première année, c'est sur les compétences de communication. Si vous ratez en tant que jeune médecin, étudiant en médecine, vos compétences de communication dans la première année, on vous oriente sur d'autres métiers. Soyez ingénieur, biochimiste, faites autre chose. Ne faites pas de la médecine. Parce que la médecine, c'est l'art d'écouter, de faire avec, d'entendre, d'ajuster son discours à la personne face à vous et de croire, quoi qu'il en soit, que cette personne n'est pas la même personne que la personne derrière, la personne après. Donc, je sais que l'Australie, c'est un pays primitif, mais quoi qu'il en soit, M. Delisle en a parlé, je crois que c'était lui hier, il faut qu'on bouge sur cette question. La formation en matière de counseling des professionnels de santé en France, ce n'est pas bien. Il faut qu'on le change. Ministère de la Santé, ministère de la Santé, ministère de la Santé. Recommandation 5. Former les professionnels de sanitaire et de social en addictologie, y compris en milieu fermé, à l'intégration des pairs aidants dans les équipes de soins et d'accompagnement et à la présence des associations d'usagers dans le travail de tous les jours. Il faut que ça devienne systématique. Pour bien le faire, il faut que les professionnels soient formés. Les résistances sont énormes. C'était de nouveau M. Delisle, il est toujours là, qui a cité M. Edgar Faure. C'est quoi la phrase? Edgar Faure. C'est quoi la phrase? L'immobilisme est en marche, plus rien ne l'arrêtera. Il parlait de vous. Resituer l'expertise des professionnels pour faire une place à celle des usagers. Resituer l'expertise des professionnels. Le professionnel apporte des connaissances scientifiques validées et à jour, d'accord? À jour. Sciences biomédicales, psychologiques, sociales, anthropologiques. Le professionnel apporte des bonnes pratiques en matière de counseling, parce qu'il est formé là-dedans, de soins et d'accompagnement dans le système sanitaire et social, validé et à jour. Le professionnel dans le milieu de santé. D'accord, j'ai 1 minute. J'ai encore 4. 2, d'accord. Le professionnel évalue non seulement s'il a fait ses interventions de RDRD auprès des usagers, mais évalue aussi la réussite de ces interventions. Bref, est-ce que quelqu'un qui va chez vous va mieux après? Je veux le savoir. Recommandation numéro 7, la participation de l'usager de soins au système garantit une proposition de parcours qui s'inscrit dans le projet de vie de chaque usager. Quoi qu'il en soit, et on l'a entendu le premier jour, les déterminants de la santé ne sont pas uniquement sanitaires médicaux, d'accord? Les déterminants de l'addiction, ça concerne un chez-soi d'abord, ça concerne de quoi manger, ça concerne avoir un boulot. Inscrivez ça dans vos propos. Recommandation 8, recrutez des pairs aidants. Ça suffit, on en a parlé depuis 10 ans. Faites-le. Pas un seul service sans pairs aidants. Recommandation numéro 9, inclure les personnes ayant un comportement d'addiction comme formateurs dans l'éducation à la santé. Et ça, c'est l'éducation à la santé pour tout citoyen au niveau scolaire. Recommandation numéro 10, un accès anonyme à l'empowerment en matière d'usage de produits. Donc, Pierre Chapard, tu es là, on compte sur toi.
Quoi qu'il en soit, les gens ont besoin d'un accès anonyme à toute cette information. Et l'information fournie, ces formations doivent être géniales, accréditées, évaluées, etc. C'est l'anonymité de l'accès. La seule autre chose que j'ai à dire, et ça prend 30 secondes, je n'ai pas assez entendu dans les derniers jours et demi la notion de positive risk-taking. Quelqu'un l'a évoqué hier en disant qu'il faut agir dans les PMI. Il est essentiel. Quoi qu'il en soit, on sait que les gens qui prennent des risques bien sont des gens... On sait que des gens qui gèrent bien les addictions, les dernières études le montrent au niveau sociologique, sont des gens qui prennent des risques. Bref, le mieux que tu sais prendre des risques, le mieux que tu as pu gérer et faire des risques et gérer tes risques, c'est les gens qui réussissent à consommer des produits sans tomber dans les addictions. Donc, il faut qu'on bouge dans cette notion de positive risk-taking. Je ne l'ai pas assez entendu dans les 2 derniers jours. La deuxième chose, c'est l'éducation à la santé pour tout citoyen. Il faut, en milieu scolaire, que cette éducation sur l'utilisation des produits soit claire et dite et valorisée, que ce soit enseigné non pas par des professionnels de la santé, par les infirmiers scolaires, par les médecins scolaires, etc., mais par des enseignants, et que ce soit systématique et évalué. Bref, que tout citoyen soit compétent dans le domaine. Un tout petit peu de temps, parce qu'il va y avoir forcément des questions. On va continuer avec nous. Un grand bravo. Brice Lepoutre. Brice Lepoutre, il est le président de l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques et l'administrateur principal du plus grand forum sur l'e-cigarette en France. Donc, bonjour. Merci de nous avoir permis d'être présents aujourd'hui. Je suis... Hop, je ne sais pas si c'est... Hop. Non, je ne sais pas comment le mettre en route. Hop. C'est bon ? D'accord. Je vous prie par avance de m'excuser, je suis un peu plus stressé que d'habitude. D'habitude, je fais pas mal de conférences. Là, je suis un peu plus stressé. C'est vraiment très minuté, très timé. C'est tellement condensé que c'est limite, je vais me contenter de lire tout ce qu'on a réussi à condenser dans toutes les pages que vous avez eues dans le rapport, qu'on a dû condenser également. Donc voilà, pour me présenter, je suis Brice Lepoutre, je suis président de l'association AIDUS, je vapote depuis 2008, je suis abstinent au tabac depuis 2008. La vape pour moi ça a été une révélation, ça m'a permis d'arrêter de fumer comme beaucoup de gens. La vape est passée très rapidement d'un statut confidentiel à une diffusion de masse. Pour mieux comprendre la cigarette électronique, il faut comprendre ses utilisateurs. Et ces utilisateurs sont assez atypiques. Les utilisateurs de cigarettes électroniques se retrouvent dans la vraie vie lors de vapéros. Ils se retrouvent dans la vraie vie pour organiser des journées entières ensemble, où ils vont déjeuner, ils vont dîner ensemble, ils vont parler vape et d'autres sujets. Et ça devient finalement, un vapoteur, c'est faire partie d'une communauté, d'une grande famille qui s'entraide et qui permet cette efficacité dans la baisse du tabagisme. La communauté, elle évolue énormément sur un secteur qui est Internet. Vous disiez tout à l'heure, je suis administrateur en effet de Forum e-cigarette, qui est le plus gros forum de consommateurs sur la cigarette électronique. Il compte 1 million de visiteurs par mois. Et sur ce 1 million de visiteurs par mois, on retrouve toutes sortes de gens, de catégories socio-professionnelles qui sont tous intéressés par le sujet, qui vont aller creuser le sujet et qui vont amener toute l'évolution du produit. Le produit a évolué depuis 8 ans grâce à la communauté des consommateurs qui ont pris le produit en main. Hop, j'ai pas zappé d'ailleurs. Le point qui est important qu'ont amené les consommateurs qui les ont transformés vraiment en acteurs là-dedans, c'est qu'ils ont fait comprendre aux professionnels de santé, au monde médical, cette notion de plaisir qui était absente jusqu'à présent. On soignait les fumeurs de tabac avec des patchs, avec de la nicotine, avec les substances chimiques que l'on pense manquer aux fumeurs de tabac. Et en fait, la cigarette électronique, ce qu'elle a apporté en plus,
et les professionnels de la santé ont mis énormément de temps à voir ce point-là, et les consommateurs eux-mêmes, parce qu'ils ne s'en rendaient pas forcément compte au démarrage, c'est que la cigarette électronique produit du plaisir. Et en fait, elle permet de combler le plaisir addictif, c'est lui qui rend accro à certaines substances, ce plaisir, et il permet de le combler tout en étant efficace auprès de l'utilisateur. Je me suis un peu embrouillé. Hop, j'essaye d'aller vite. La vape est un produit assez difficile, et c'est là où les utilisateurs ont un grand rôle à jouer. La vape, c'est un produit, c'est pas comme du tabac. Le tabac, vous allez prendre une cigarette de tabac, vous allez prendre votre briquet, vous allez l'allumer, ça va fonctionner. La vape, il faut apprendre à la connaître, il faut apprendre à chercher son produit. C'est un parcours assez compliqué où les utilisateurs sont vraiment les acteurs clés dans l'objectif d'arrêter le tabac. Et il va falloir guider les personnes, il va falloir l'aider à comprendre comment ça marche, et c'est en ça que EIDUS aujourd'hui est beaucoup sollicité et très actif. On a fait de nombreux livrets, des brochures d'explications pour apprendre à maîtriser sa propre vape, parce que le parcours de l'arrêt du tabac avec la vape est un parcours personnel. Chaque personne a un parcours différent avec la vape. L'effet aussi important des utilisateurs dans la cigarette électronique, c'est aussi le rôle d'entraide dans la non-rechute. Il y a vraiment, comme je disais tout à l'heure, au niveau de la communauté des utilisateurs de cigarettes électroniques, il y a vraiment un côté familial, et où on ne laissera personne replonger dans le tabac. Il va falloir trouver par tous les moyens le moyen de l'empêcher de retomber dans le tabac. Donc ça continue dans le rôle de réduction du tabagisme. Là où l'utilisateur a vraiment l'expertise par rapport à toute autre personne, c'est que l'utilisateur a bien compris qu'est-ce qui lui permet d'arrêter le tabac. Il a compris quels étaient les freins qui pouvaient motiver les fumeurs de tabac à arrêter le tabac grâce à la vape. Et c'est son combat tous les jours. Et aujourd'hui, c'est vraiment le combat que l'on doit mener, parce que les freins deviennent plus importants de jour en jour. On fait face à la désinformation médiatique, politique, lobbyiste, qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de passer notre temps à rassurer les gens, alors à les rassurer que non, le produit n'est pas toxique, non, le produit n'est pas 15 fois plus dangereux que le tabac, non, il n'est pas tout de suite interdit là maintenant de vapoter dans les lieux publics, qui rend aussi la chose difficile pour l'arrêt du tabac. Donc aujourd'hui, on perd énormément de temps là-dedans, au lieu de passer du temps à aider les gens à arrêter de fumer avec la vape. Je me suis un peu perdu là-dedans aussi. Là, c'est quand même des points, si je suis sur la bonne page, oui, puis qu'il faut quand même garder en tête. C'est vraiment sur l'avenir de la vape, les points qui sont importants pour avoir une bonne politique de réduction du tabagisme. Il est important d'avoir un discours rassurant, un discours positif. Les signaux aujourd'hui sont quasiment tous bons. Le Public Health of England a dit 95% moins nocif que le tabac. La plupart des études vont en ce sens. Il faut que le message soit positif. Malheureusement, aujourd'hui, le seul message que l'on entend, ça va être une petite lettre écrite dans un coin d'un journal d'études qui va faire le buzz pendant 3 semaines, et c'est tout ce que vont retenir les gens. Donc il faut le plus possible essayer d'envoyer des signaux positifs sur la vape. Il faut conserver un prix plus avantageux que le tabac. Ça, c'est vraiment un point où il faut se battre si on veut continuer à une réduction du tabagisme. Malheureusement, il est de plus en plus question de taxes, et de taxes assez lourdes. On nous a même convié 3 minutes à faire partie d'un consortium d'associations européennes, parce que l'industrie pharma et l'industrie du tabac ont saisi la Commission européenne pour demander que la cigarette électronique soit autant taxée que le tabac. Il faut que
le choix existe dans le marché, c'est vraiment des points qui sont importants si l'on veut continuer dans la réduction du risque tabagique grâce à la cigarette électronique. Le choix, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de vape universelle. Chaque vape est personnelle et il faut que chaque utilisateur puisse se construire sa vape qui lui permettra d'arrêter de fumer. Et si jamais on l'empêche pour des raisons X ou Y l'accès à un de ces composants, c'est un risque de rechute vers le tabac. Il faut permettre aux utilisateurs de satisfaire leurs besoins nicotiniques où ils le souhaitent. Le besoin est important pour un utilisateur de cigarette électronique de vapoter quand il sent qu'il en a besoin. Le risque de rechute est énorme. On a très peur de l'interdiction de vapoter dans les lieux publics. Ce que l'on constate dans les entreprises qui ont déjà appliqué, c'est un retour vers le tabac pour 50% des utilisateurs. Donc on a très peur de ce côté-là, sachant qu'aujourd'hui, toutes les études nous démontrent encore qu'il n'y a pas de vapotage passif et qu'il n'y a pas de gêne. On a d'ailleurs fait une charte de bonne conduite pour le vapotage en entreprise pour justement respecter les personnes autour de soi qui n'étaient pas vapoteurs ou autres. Mais on redoute énormément cela. Et pour l'avenir, il faut continuer de s'appuyer de plus en plus sur les utilisateurs de cigarettes électroniques qui sont ceux qui connaissent le mieux le produit, qui l'ont étudié sous toutes les coutures. Donc voilà, je devais faire super condensé. Il reste encore des diapos, mais qui sont disponibles. Tout est de toute façon dans le rapport et dans le débat, on pourra peut-être mieux discuter des sujets, parce que c'est vrai que j'ai tellement à dire et je suis tellement bavard d'habitude. C'était très dur. J'invite maintenant Samuel Blaise à s'installer. Voilà. Samuel Blaise, il est le président de l'association Olivier Hamezen et nous vous écoutons. Je crois même le fondateur. Un des cofondateurs. Cofondateur. Bonjour, merci avant tout à Alain Morel de m'avoir invité il y a un peu plus d'1 an à cette audition. En préalable, mes liens d'intérêt qu'il est important de découvrir. Peut-être que j'en ai effectivement un avec ce médecin cardiologue qui m'a permis il y a quelques années de me libérer de plusieurs addictions. Cette vacuité de liens d'intérêt n'empêche pas l'association d'avoir plusieurs partenaires, parmi lesquels ces 5 présentés qui ont été en fait les primo-partenaires et nous accompagnent depuis le début de l'aventure. Et si je m'exprime aujourd'hui, bien évidemment, au nom de l'association Olivier Hamezen, je suis aussi le porte-parole de plusieurs associations dans l'univers du baclofène pour certaines addictions, les associations Aube, Baclofène et Rézab, mais aussi dans le tissu associatif dans lequel nous travaillons de A2N, qui dépasse le cadre de la dictologie, puisqu'on sommes en neurologie, et qui défend l'utilisation de la nicotine à l'état pur transdermique dans le traitement de Parkinson et qui apporte effectivement une solution curative nouvelle et qui est une vraie rupture par rapport à l'aspect palliatif de la levodopa. Je m'intéresserai plus particulièrement aujourd'hui à l'aspect du champ addictologique. J'entends là depuis 2 jours effectivement ce nouveau paradigme de la RD-RD et on s'en félicite parce que finalement on s'aperçoit que le dogme de l'abstinence dans l'alcoolodépendance est en train de disparaître effectivement. Comment demander à une personne qui a perdu le contrôle de sa consommation de soudainement le retrouver? Ce qui me paraît un peu antinomique. Il faut savoir néanmoins que la réduction de la consommation, tout du moins la RD-RD, existe depuis une 40aine d'années aux États-Unis, en Angleterre, qu'elle a été introduite il y a une 20aine d'années dans le champ de l'addictologie en France, et que je pense que la nouveauté est effectivement, et on peut s'en satisfaire, que l'addictologie, l'alcoolologie française maintenant s'en empare et travaille dessus. Alors, ce mouvement, puisqu'en fait on quitte l'immobilisme en marche, non, l'immobilisme s'arrête, la preuve en est, et effectivement ça nous rend beaucoup plus optimistes quant à la poursuite de ce mouvement parce qu'un autre nouveau paradigme est arrivé tout à fait discrètement il y a quand même 11 ans et qui introduit une notion non pas de réduction des risques et de la consommation, donc une réduction de la consommation, donc des risques, mais véritablement une notion d'indifférence, d'indépendance dans l'alcoolodépendance. Et ça a été la découverte du professeur Olivier Hamezen lorsqu'il s'est auto-administré du baclofène et qu'il a pu découvrir en fait l'atteinte de son indifférence et de sa liberté retrouvée.
Cette découverte qui est ici, donc son article qui a été publié en 2005, suivi d'un livre grand public qui a été traduit dans plusieurs langues et diffusé au niveau international, a été l'occasion d'un gigantesque mouvement d'adhésion de la part des malades qui ont cherché par tous les moyens à se prescrire du baclofène et des premiers médecins qui, leur serment d'Hippocrate chevillé au corps, ont commencé à prescrire dans un protocole relativement complexe. Alors, bien évidemment, on nous accuse parfois d'être un peu militantistes, un peu offensifs. Oui, certes, il y a une part de militantisme qui est inévitable lorsqu'il s'agit d'une innovation, une découverte de rupture. Bien évidemment, se heurte au début à de l'incompréhension, à de l'immobilisme, à des remises en cause de position, et puis quand ça s'inscrit dans la durée, ça devient un peu plus inquiétant. Donc effectivement, à un moment donné, il faut faire du bruit dans les médias, il faut faire du bruit, il faut publier. Mais il n'y a pas que cet aspect militantiste qui existe, puisque les associations que j'ai présentées, notamment l'association Baclofène, du fait de son nombre d'adhérents, plusieurs milliers, est en mesure de réaliser des enquêtes statistiques fiables et donc publiables, et s'apprête à publier dans les jours ou semaines qui viennent, une étude et une vidéo sur la gestion et la prévention des effets secondaires de ce traitement qui est quand même en fait indissociable et qui est l'une des causes d'échec. Nous sommes, nous aussi, associés, 3 associations, dans la toute première étude de pharmacovigilance participative, Baclofen, dirigée par le CHRU de Lille, dont Benjamin Rolland est l'instigateur principal. Nous sommes au comité de suivi indépendant et sommes pleinement participatifs, ce qui démontre bien que derrière cet activisme que l'on nous reproche, il y a quand même le développement d'un savoir expérientiel qui vient en sus du savoir scientifique et qui vient le compléter. Donc je pense que le débat, quant à dire, d'un côté, il y a effectivement une médecine sachante et puis des associations excitées, est complètement dépassé maintenant, et qu'il y a plutôt une complémentarité à rechercher. Alors, il est temps, je pense, pour cette médecine de spécialité, d'intégrer ce nouveau paradigme d'indifférence qui vient compléter et terminer la dynamique de réduction des risques. Le baclofène n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un nouveau dogme qui vient remplacer un autre, c'est un outil supplémentaire dans un arsenal thérapeutique, mais c'est un outil supplémentaire qui est férocement efficace. Il est férocement efficace et on le voit bien. Vous avez sur le schéma en haut à droite la courbe des ventes de baclofène uniquement pour addiction. Alors je sais que certains n'aiment pas que l'on parle des ventes de médicaments, mais elles sont bien le reflet des prescriptions, donc il n'y a pas de tabou. Vous voyez en fait cette augmentation jusqu'à cette barre qui suit finalement le schéma de gauche, qui est celui de la diffusion de l'innovation qu'avait défini Rogers. Et nous en sommes aujourd'hui au tout début, c'est-à-dire dans les adopteurs précoces. Et vous avez en fait une inflexion de cette courbe qui se passe à peu près au milieu de l'année 2014. Qu'est-ce que ça traduit ? Est-ce que c'est un élément endogène lié à cette molécule qui voudrait dire que finalement, est-ce que c'est hype or value, c'est-à-dire est-ce que c'est un gigantesque opération marketing orchestrée par une petite poignée de bénévoles associatifs qui ont réussi en fait à motiver plus de 100 ou 150 000 malades à entamer ce traitement ? Ou y a-t-il véritablement une valeur ajoutée nouvelle sur cette molécule ? S'il y a un événement exogène, nous allons très prochainement publier un article documenté qui va venir en fait porter éclairage dessus. Mais si c'est endogène, ça voudrait dire qu'effectivement, il y a eu manipulation, tromperie sur le produit et sur ses bénéfices selon les items que vous voyez en bas, au milieu, et qui voudrait dire en fait que finalement tout ça a été une vaste supercherie. Or, schéma de droite en bas, il est intéressant de constater l'écart, mais alors relativement important, entre le nombre de boîtes vendues pour une spécialité et celles qui le sont pour les 7 autres industries sous AMM. Ça témoigne bien quand même d'un engouement et d'une motivation et d'un engagement particulier des malades sur un traitement en particulier aux dépens des autres. Donc, je pense qu'il est aujourd'hui important effectivement d'accepter ce nouveau paradigme de l'indifférence. Effectivement, si tromperie il y a eu sur la marchandise, et certainement que beaucoup de spécialistes un peu sceptiques quant à l'efficacité réelle de cette molécule qui pour l'instant ne dispose pas d'AMM, vont bientôt être assurés à Berlin, puisque le 3 septembre, lors de l'ISBRA-ESBRA, les résultats des 4 études cliniques en double aveugle européennes vont être présentés et qui nous permettront en fait d'en savoir un petit peu plus. Que pourrons-nous attendre de plus en termes de démonstration d'efficacité
par rapport à ce qu'aujourd'hui, la mobilisation sociétale et les différentes publications et études menées, qu'est-ce que ça va amener en plus en termes de démonstration d'efficacité, si ce n'est peut-être un écart entre le principe actif et le placebo. Soyons sincères, de grands blockbusters internationaux ont pété les scores avec des écarts contre placebo inférieurs à 10 ou 15 points. Et aujourd'hui, le baclofène, lui, souffre effectivement d'un effet placebo très fort, tellement les malades placent l'espoir dessus. Pour ceux qui ne pourront pas se rendre à Berlin, nous organisons avec l'ensemble des associations de patients et de médecins une conférence similaire à Paris en septembre où seront représentées ces études ainsi que les autres études menées en France, en Europe et dans le monde. En tout état de cause, nous sommes persuadés qu'il faut maintenant capitaliser sur ces innovations, que ce soit le baclofène dans l'alcoolodépendance, mais aussi, et parce que la littérature le démontre, parce que les guérisons le démontrent, le baclofène est aussi actif sur la cocaïne, sur le crack, sur la boulimie nerveuse et sur l'hyperphagie. Ce sont des voies de reconnaissance qu'il ne faut pas effacer et sur lesquelles il faut maintenant se pencher intelligemment, en toute éverture, et mettre en place un système de vigilance. Mais il y a aussi la nicotine sur Parkinson que j'avais évoquée. Ok, très bien. Alors, par conséquent, je vais aller beaucoup plus vite. Comment est-ce que les associations peuvent jouer un rôle? Je pense qu'il est important d'élargir la focale, ne plus parler d'un usager de drogue ou d'un usager de médicaments. Nous sommes tous des usagers du système de soins, depuis notre conception in utero ou in vitro jusqu'à notre dernier souffle. C'est à partir de là que la RDRD, en considérant les usagers du système de soins et les replaçant au milieu, et en favorisant l'entrepreneuriat associatif, qui est une nouvelle donne, c'est-à-dire qu'on passe d'un modèle capitalistique classique aujourd'hui à un modèle d'économie sociale et solidaire, et apparaît en fait effectivement l'entrepreneuriat associatif qu'il faut professionnaliser. Je vais aller très vite puisque je n'aurai pas le temps de tout développer. Et de ce système pluridisciplinaire, transparent et agile, favoriser l'émergence d'un nouveau business model qui n'est pas celui de la création d'une richesse, mais qui est celui de viser la réduction des coûts sociaux. 3,8 millions d'alcooliques, 120 milliards d'euros selon le rapport de COP, 10% des alcooliques français soignés et atteints par indifférence, c'est soudainement 12 milliards d'euros de coûts sociaux en moins. Donc c'est ce modèle-là qu'il faut mettre en place. Les bénéfices ne sont pas la création de richesses, ils sont en fait la réduction des coûts sociaux et la redynamisation sociale. La mesure de l'impact social se fait directement par ces indicateurs-là. Qu'est-ce que ça va amener comme résultat ? Ça ne pourra amener de résultat que si on replace le couple médecin-patient au centre du dispositif. Et là, nous rejoignons véritablement la dernière communication qu'a fait Martin Hirsch pour la PHP, appelant effectivement à clarifier les liens entre l'industrie pharmaceutique et certains médecins. Nous défendons véritablement le fait qu'un organisme indépendant doit être créé, orienté sur la recherche, le développement, la vigilance, avec une gouvernance constituée par un conseil scientifique et éthique qui pourrait associer la PHP, la HAS, un pool d'associations de médecins et de patients, un pool entrepreneurial, sans lien d'intérêt bien évidemment avec les dispositifs pharmaceutiques et médicaux sur lesquels ils travaillent. Ce CSE serait de facto constitué majoritairement de médecins pour garantir l'exhaustivité et la justesse de l'analyse scientifique et médicale, mais viendrait enrichir sa réflexion stratégique par des angles pluridisciplinaires. Nous aurions donc eu une capacité à mesurer les impacts au-delà de l'aspect médico-sanitaire sur des innovations sur lesquelles cet organisme indépendant pourrait travailler et financer leur développement. Il faut savoir que la gigantesque pharmacopée qui a été développée au XXe siècle, et Olivier Amezen en a été l'initiateur finalement, consiste à dire que certains médicaments n'ont pas été étudiés sur leur spectre de 360 degrés, et que peut-être là-dedans, dans ces molécules disponibles dans le domaine public et qui n'intéressent pas l'industrie pharmaceutique, peut-être qu'il y a ici quelques pépites. Il faut, je pense, en fait, avoir les moyens de pouvoir répondre aux besoins importants en termes de recherche clinique, neurobiologique, d'imagerie médicale, génétique, pour comprendre les fonctions, les mécanismes, les schémas de ces molécules, associer certains acteurs nouveaux, ces petites entreprises qui se positionnent sur les pléomédicaments et la recherche in silico, et enfin franchir la fragmentation des AMM nationales ou continentales pour avoir une portée internationale. Bien évidemment, ces axes de recherche ne répondent pas obligatoirement à l'axe stratégique des industriels, mais ils répondent à des pathologies qui aujourd'hui sont planétaires, qualifiées d'incurables, et qui disposent néanmoins, si on les finance et si on les suit avec beaucoup de rigueur, de capacités de soins, et qui auront en fait un impact terrible. Samuel, peut-être qu'on pourrait faire Je une pause conclus. là.
Voilà, juste Je la conclus. conclusion, parce qu'il va y avoir des questions sur toutes ces propositions que tous les trois venaient de faire. Donc, juste une conclusion. Juste une conclusion. Nous sommes vraiment persuadés qu'un pool de mécènes dotés d'une forte exigence éthique pourrait exponentialiser la valeur de leurs dons et bénéficier d'un retour sur investissement, d'une durabilité, d'une portée jamais observée. Ces progrès, ces bénéfices multiples et récurrents ne viendront que par une prise de conscience, que par l'engagement sincère d'un groupe pluridisciplinaire, motivé et entrepreneurial. Voilà le résumé de mes propositions sur une Dream Map. J'espère que ça n'est pas qu'un rêve. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous avons 15 minutes pour poser nos questions. Voilà, suite à ces propositions, chacun d'entre eux a fait des propositions tout à fait importantes, tout à fait intéressantes. À toi. Oui, bonjour. J'ai une question à Samuel Blaise. Vous avez parlé de l'efficacité du baclofen sur le crack. Vous pouvez développer un peu ? Oui. Les premières observations d'efficacité préclinique du baclofen ont été faites sur la cocaïne. Préclinique. Et c'est ce qui a très certainement motivé Olivier Amezen à basculer, puisqu'il y a eu effectivement des observations précliniques sur la cocaïne et l'alcool, et qu'il a adopté sa règle de 3 en se disant voilà, je vais faire ma propre étude clinique. Le crack est un dérivé de la cocaïne, et il y a effectivement certaines publications qui démontrent en fait l'efficacité du baclofen sur le crack. Mais maintenant, encore une fois, que ce soit crack, boulimie nerveuse, hyperphagie, ce sont des observations qui sont faites. Certains patients ont même rédigé leur bouquin grand public sur la boulimie et l'hyperphagie. Mais ce sont des applications qui aujourd'hui souffrent de démonstrations, je veux dire, selon les normes que la médecine demande, c'est-à-dire une double aveugle. D'où la nécessité effectivement de financer cela pour pouvoir en fait élargir la RTU. D'autres questions ? Oui, bonjour. Vous avez beaucoup parlé de la présence des usagers aidants dans les différentes structures de soins. La question que je me pose, c'est on sait comment qualifier un professionnel du soin, on sait comment qualifier un professionnel du secteur médico-social. Il a un cursus professionnel, une validation par les pairs, etc., une expérience, une compétence. Comment on peut imaginer je vais être provocateur dans le terme, certifier, entre guillemets, les usagers avec qui on travaille, et qu'est-ce que ça pose comme question en termes de... Je remercie M. Blaise d'avoir signalé ces liens d'intérêt. C'est quand même le premier exposant qui le fait, et c'est un patient qui nous montre qu'on peut exposer ces liens d'intérêt au sein du ministère de la Santé, donc je l'en remercie. Et qu'est-ce qui se passe en termes de qualification des professionnels avec qui on travaille lorsque ce sont des usagers ? Premièrement, les formations commencent à exister dans différentes universités ici, à Paris et dans divers endroits en France, donc formation DU, etc., etc. Ça existe à l'étranger, ça existe à fond la caisse aussi. Ces formations existent, il faut juste... Évidemment, il y a résistance à recruter, parce que si on recrute des pères aidants, pour l'instant, il n'y a pas encore de reconnaissance de ce statut, etc., 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 etc. La deuxième question, c'était sur les intérêts. Ben justement, c'est les intérêts qui sont intéressants. J'essaie de vous montrer tout à l'heure, vous êtes tous des usagers de drogue, d'accord, des utilisateurs de produits. Mais vous êtes aussi, la plupart d'entre vous sont des professionnels de santé, de travail dans le domaine des addictions. Moi, je défends un point de vue qui est de dire, dans un monde idéal, vous n'existerez plus. On n'aurait plus ce problème. On irait bien. Tout le monde va bien. On n'a plus besoin de professionnels de santé. Je taquine, mais quoi qu'il en soit, vous avez des intérêts. C'est la source de l'immobilisme du horrible monsieur là-bas. Les addictologues ont intérêt à ce que les addictions continuent. D'accord ? Donc, déclarant cet intérêt, assumons-le. Comme lui, il assume ses intérêts, assumons les nôtres, les vôtres. Ayons des journées de fédération d'addiction aussi, où il y a les vendeurs de produits aussi.
mettons-les sur scène parce qu'ils ont des intérêts. Vous aussi, toi aussi, ayons ce débat démocratique, mettons-le sur scène. Que ce soit ça notre avenir en termes de santé du discours. Madame Gagné. On pourrait peut-être commencer tout de suite. Moi, ma question était pour Monsieur Lepoutre. Je ne connais pas très bien la cigarette électronique. Est-ce que vous pourriez nous dire 2 mots sur les fournisseurs et les distributeurs et les liens finalement avec vos associations? Nous, au niveau de l'association, au niveau de moi-même, on est vraiment sans aucun lien d'intérêt, que ce soit avec l'industrie de la cigarette électronique, l'industrie pharma, l'industrie du tabac. On est vraiment indépendant, c'est vraiment notre critère, EIDUS, le petit I d'indépendant sur lequel on s'est toujours battu. Maintenant, il y a du travail commun, on va dire, parce que les fabricants ont besoin des utilisateurs. Si aujourd'hui il y a de nombreux fabricants, il y a de nombreux revendeurs, si leurs produits sont boudés par les consommateurs, pour vous donner un exemple, parce qu'ils n'ont pas de bouchon de sécurité pour enfants dessus, leur boîte va déposer le bilan. Donc, par exemple, ces fameux bouchons de sécurité, ce sont les utilisateurs qui les ont imposés aux revendeurs. Pareil pour certaines molécules présentes dans les liquides. Donc, il n'y a pas de lien d'intérêt économique, on va dire, mais par contre, c'est presque les fabricants qui ont un lien d'intérêt envers nous, parce que si les consommateurs ne les suivent pas, ils sont foutus. Donc, et vu que les consommateurs, c'était un point que d'ailleurs je voulais aborder, que j'ai pas pu aborder, les utilisateurs, on est sur quelque chose d'assez spécifique avec la cigarette électronique, parce que avant, quand on était fumeur, la santé, on se la détruisait, on l'assumait, on en avait pleinement conscience, et on se la détruisait jusqu'au bout. Quand on devient vapoteur, ce que l'on remarque, c'est qu'on devient très soucieux de sa santé. On est vraiment en train de chercher le moindre petite chose qui pourrait nous être préjudiciable au niveau de ce produit, et à le traquer et à vouloir le faire éradiquer. Donc on est vraiment dans une situation complètement opposée à celle de quand on était fumeur, et que l'on retrouve du coup avec nos rapports avec les professionnels du secteur. Oui, je voudrais demander à Samuel Blaise pourquoi l'expérience des usagers de la nicotine dans les maladies neurologiques, en particulier le Parkinson, n'arrive pas à intéresser beaucoup plus l'univers de la recherche scientifique. C'est une bonne question à laquelle je ne sais répondre et pour laquelle j'attends effectivement une réponse, parce que ça fait à peu près 15 ans que la nicotine, tout du moins la nicotine à l'état pur transdermique dans Parkinson est régulièrement relayée dans la littérature médicale, et avec une accélération des publications sur ces 20 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a 200 fois plus de publications sur les 5 dernières années que sur la totalité des 15 ans. C'est aujourd'hui prescrit par un seul neurologue qui est au CHU de Mondor, Villafane, qui a une cohorte de 2000 patients. Je ne sais pas pourquoi ça n'intéresse pas. Peut-être que effectivement le coût d'obtention d'une AMM pour un industriel est peut-être rédhibitoire par rapport à la relative faible prévalence de cette pathologie, puisqu'aujourd'hui on estime environ à 150-160 000 Parkinsoniens soignés, sachant que beaucoup de Parkinsoniens en fait ne veulent pas se soigner ou ne veulent pas aller se faire diagnostiquer, puisque la levodopa provoque quand même des effets secondaires relativement violents. Donc la prévalence, même si on la double à 360 000, c'est quand même très peu par rapport aux 3,8 millions d'alcooliques. Et puis donc aller chercher une AMM pour vendre des patchs pour 300 000 patients, alors qu'aujourd'hui les patchs avec dans leur indication de sevrage tabacologique a un marché beaucoup plus rentable. Peut-être que c'est ce couple produit-marché qui ne répond pas en fait aux logiques financières de l'industrie pharmaceutique, et qu'il faut de fait soutenir de façon indépendante, avec un financement indépendant, peut-être. Moi, je m'intéresse à la communication nécessaire dont vous avez fait part, monsieur. Comment est-ce qu'on l'acquiert, la communication ? En première année, vous dites qu'en Australie, en première année de médecine, on favorise la discipline communication. Ça veut dire quoi ? On fait parler aux élèves, à des patients. Comment est-ce qu'on fait comment on établit cette communication et ce désir de communication chez les médecins ? C'est des cours sur les compétences de counseling, c'est-à-dire que l'expert française Catherine Tourette-Turgis
Il faut lire Le Monde de samedi ou dimanche. Il y a une page sur elle et sur l'Université Patient, sur l'art du counseling. Il y a un expert dans la salle. Non? Je l'ai rencontré ce matin, une Australienne. Là. Donc, expert sur le counseling, ça se forme, ça s'enseigne. Très typiquement, énormément de boulot en jeu de rôle. C'est un temps de formation reconnu par des professeurs de counseling, par des professionnels de ça. Beaucoup avec et typiquement les examens de la fin de l'année, on les met sur scène avec des comédiens, et les comédiens jouent des rôles différents. Le comédien joue le rôle d'un malade qui ne dit pas tout, par exemple. Le comédien joue le rôle d'un malade ivre. Le comédien joue le rôle de... Ils sont évalués par un comité d'experts, etc. C'est comme pour les autres sujets. Hein. Alors, nous allons prendre une question, monsieur, ça fait un petit moment. Et ensuite, notre... comment dit-on? Community manager, qui aura 2 questions. Une question à monsieur Charboyer. Alors, on garde des questions courtes, il nous reste Question exactement à 4 monsieur minutes. Lepoutre. Que pensez-vous du terme cigarette électronique et de la suggestion qui a été faite ici de le remplacer par vaporiseur individuel, je ne sais quoi, vaporisateur. Il y a de nombreux noms à la cigarette électronique. Moi-même, je l'appelle en dehors des conférences ou des choses comme ça, autrement que cigarette électronique, mais c'est le terme sur lequel elle s'est fait connaître, c'est le terme sur lequel les fumeurs surtout viennent la chercher. Pour eux, cigarette électronique, c'est alternative au tabac, et du coup, c'est là-dessus que les gens viennent chercher le produit. Les utilisateurs avancés, on va dire, ceux qui ont déjà au moins 2-3 mois de bouteille, arrêtent d'appeler ce produit cigarette électronique. Mais c'est le nom commun qui lui a été donné, malheureusement à tort, parce qu'elle n'a rien de cigarette, elle lui fait beaucoup de mal, ce nom lui fait beaucoup de mal, mais malheureusement, le changer, c'est trop tard. C'était dès le démarrage qu'il fallait lui trouver un nouveau nom, et aujourd'hui, si on lui change de nom, ça ne pourra que dénaturer ce qu'elle est et ralentir son envie pour les fumeurs d'y aller. Merci Jean-Maxence, des questions. Ouais. Oui, il y a quelques questions auxquelles on ne pourra pas répondre, je crois. Peut-on être addict d'un placebo? Un médecin doit-il tester des produits pour mieux comprendre l'addiction? Ou la société a-t-elle besoin de planer pour exister? Mais il y en a auxquelles vous pouvez répondre, je crois. Il y en a une qui porte sur les effets indésirables que vous avez évoqués à propos du baclofen, de les décrire un peu mieux. Et il y en a une pour Tim Grissens. Est-ce qu'il y a des exemples de formations telles qu'ils ont été évoqués dans l'espace européen? 3-4 minutes de réponse. Ça va être rapide. Les effets indésirables, je citais l'association Baclofen qui a terminé une très grosse enquête statistique dont elle termine en fait la rédaction, qui est un guide sur la gestion et la prévention des effets indésirables dans le traitement de l'alcool-dépendance par baclofen, avec des livrables vraiment très pointus et assortis de conseils très pratico-pratiques. Cette étude va bientôt être publiée sur leur site, baclofen.org, et elle sera complétée d'un film de 50 et quelques minutes qui sont des interviews croisées entre des primo-prescripteurs, le Jory, Beaurepaire, et plusieurs patients, et qui abordent effectivement tous ces chapitres. Donc vous aurez un extrait in vivo de ce que sont les effets secondaires. Oui, et les formations sur le counseling sont systématiques pour les travailleurs sociaux, notamment dans la plupart des pays, mais ce n'est pas encore arrivé dans la santé dans beaucoup de pays. Donc, où toujours on valorise l'acte technique sur l'acte de communication. Donc le travail social, ça c'est clair, c'est une évidence, c'est depuis les années 60 à peu près, dans un pays primitif qui s'appelle les États-Unis, en Angleterre et dans la plupart des pays européens, même à Varsovie, ils le font. C'est cool. Merci beaucoup. Tous les trois, je pense qu'on peut vous applaudir de cette expertise expérientielle. On va maintenant inviter Jean-Pierre Coutron à nous rejoindre. Jean-Pierre Coutron est psychologue clinicien à l'association Opélia. Il est aussi président de la Fédération Addiction.
Il est co-auteur de nombreux ouvrages, dont 3 qui ont vraiment à voir avec notre sujet. Mémoire des addictions, guide mémoire des addictions, le guide mémoire de la réduction des risques et salle de shoot. Alors, Jean-Pierre Coutron va répondre à cette question, va faire lui une proposition maintenant sur comment organiser le dispositif de prévention, de réduction des risques et de soins pour qu'il intègre la réduction des risques et propose des espaces différenciés sans les cloisonner. 15 minutes. Voilà, donc comme beaucoup d'autres intervenants, je me suis demandé ce que voulait dire le sujet et vous aurez compris que pour moi, le mot important, c'était le mot organisation. Donc on m'a posé une question qui est plutôt sur un schéma organisationnel. Donc je pense qu'avec ça, le jury, enfin les organisateurs voulaient brider ma capacité parfois à me perdre dans des chemins de traverse. Donc je vais essayer de rester sur la question très organisationnelle. Très vite, rappeler, parce que j'en ai besoin, mais ça fait redite avec des choses que vous avez entendues, les points importants de la RDR, mais vous verrez pourquoi je les rappelle. Le aller vers, c'est évident. Peut-être, n'oublions pas, qu'avant qu'il y ait la RDR, il n'y avait qu'un public qui était rencontré. Tim Grissen évoquait cette capacité des institutions à recevoir les gens pour lesquels elles sont faites. Donc au bout d'un moment, on ne réfléchissait que sur le public qui venait. Si on continue, on a beaucoup entendu parler, et c'est pour ça que je le rappelle, de l'importance de l'autosupport. Ce que la RDR a apporté, c'était une expertise autre, et l'expertise de l'autosupport. Et puis, des points qu'on va essayer de redire en termes d'organisation, ils ont été dits en thème clinique, cette idée d'agir progressivement et d'agir dans la diversité. Si vous avez bien suivi certains orateurs, il y a peut-être une bataille. Est-ce que l'usager est un précaire pour l'un? Est-ce que l'usager est au contraire un cadre super inséré pour le troisième? Est-ce que l'usager est un jeune consommateur? Didier Gell est en partie, on peut faire l'hypothèse que ça s'est appelé consultation jeune consommateur, parce qu'à l'époque, ça s'appelait consultation jeune cannabis. Voilà, il faut le rappeler aussi. Et donc, il y a comme ça un certain nombre de fondamentaux. Et un dernier point que je voudrais reprendre à Marie Nougier d'IDPC, c'est aussi une question qui est trop peu souvent posée, c'est la question des affectations budgétaires. Et rappeler qu'une grosse partie des affectations budgétaires de la lutte contre les addictions tourne du côté de la répression, avec tout ce qui va avec, et qu'on pourrait aussi réfléchir à un équilibre des budgets. Et elle le disait d'entrée, et c'est pour moi important de le rappeler là. Pour parler d'organisation, il faut refaire toujours un petit peu d'histoire, et je reprendrai ce que disait Marie-Geoffrey Roustide en disant qu'effectivement en France, il y a quelque chose qui s'est fait dans la RDR, et que quand on compare, moi je l'ai fait pour cette présentation, avec ce qui s'est fait chez nos collègues étrangers, on peut être que vraiment très surpris. Le modèle européen est plutôt un modèle gradualiste. Alors avec des nuances, on pourrait creuser les choses, mais c'est plutôt un modèle gradualiste avec les avantages que vous trouvez rappelés là, et notamment dans le gradualiste, c'est que c'est souvent les mêmes associations ou les mêmes acteurs qui font la mission de réduction des risques, la mission de prévention et la mission ou les missions de soins telles qu'elles ont évolué. Et ce point est un point beaucoup plus important. En préparant cette présentation sur l'expertise pour vous, je me rappelais un travail qu'avait fait Claude Gau, et comme je suis au Conseil national du sida, c'est un texte que j'avais beaucoup travaillé, en disant qu'il y avait toujours 3 niveaux d'expertise: l'expertise de la recherche, l'expertise des pratiques et l'expertise de l'organisation et de la mise en œuvre, et qu'en France, une des expertises qui est le plus oubliée, c'est la 3e, et c'est peut-être pour ça qu'on se demande pourquoi tel outil génial, telle pratique géniale n'a jamais diffusé comme elle aurait mérité de diffuser. Et donc, réfléchir à ce 3e niveau d'expertise n'est pas de trop, même si c'est en fin d'après-midi, après 2 jours, une journée et demie déjà, d'une grande richesse. Donc je vais vous donner quelques éléments. Le premier, c'est quel est l'avantage de ce truc gradualiste? Alors je vais le redire, non pas autrement, mais avec un point de vue de clinicien, pour compléter ce qu'en a très bien décrit Marie-Geoffrey hier en ouverture. C'est d'abord, ça nous permet de répondre à la question de la diversité des publics. Quand on a une prise en charge gradualiste, on peut proposer naturellement, à moindre coût,
une plus grande diversité de pratiques, et notamment, on peut avoir quelque chose dont vous entendez parler de plus en plus dans ces 2 jours, c'est-à-dire autant d'actions du côté du soin, avec une définition peut-être classique du soin, que d'actions du côté de la réhabilitation psychosociale, du côté de l'autosupport, du côté de l'accompagnement des personnes. En France, il y a une zone aveugle, c'est notre collègue suisse, je ne retrouve plus son nom, c'est mon bug habituel, mais qui a montré, enfin il y a des études là-dessus qui sont magnifiquement documentées, la majorité des addicts, on aurait pu faire la question qu'a fait Tim Grissen, la majorité des personnes consommateurs arrêtent sans jamais consulter les soignants, ils arrêtent d'eux-mêmes, ils arrêtent petit à petit dans des démarches d'auto-prise en main de leurs problématiques. Et donc, avoir des schémas diversifiés, c'est quelque chose d'important. La deuxième, c'est du côté de l'usager. Eh bien, en faisant ça, on lui permet d'avoir des trajectoires beaucoup plus fluides. On évoquait le bug de départ que tu évoquais, Marie, avec les tenants de l'abstinence, les tenants de la RDR, et qui ont fait parfois un peu du frontal, là où on aurait pu faire de la continuité. On vient de faire, avec beaucoup d'acteurs, une étude sur l'hexapacarud. Il y a un truc, par exemple, qui est étonnant, c'est que l'information entre l'hexapacarud, même dans la même gestionnaire, ne passe pas. On demande à l'usager de repartir à zéro, de se représenter, de redémarrer. Voilà. Plus on est dans un modèle intégrationniste, moins il y a ces effets de seuil et ces effets de coupure. Et puis, le troisième, j'insisterai pas, parce qu'on m'a demandé de me tenir un rôle organisationnel, mais il y a de très beaux travaux de notre collègue Marc-Henri Soulet en Suisse sur la difficulté de travailler quand on est aux côtés de l'usager dans cette position d'accompagnement et d'autosupport. Soyons clairs, un certain nombre de cliniciens, c'est beaucoup plus simple pour eux de travailler à partir de leur savoir et de demander à l'usager de venir les rencontrer dans leur savoir. Quand on se met à l'écoute de l'autre, on crée des zones d'incertitude, y compris pour le professionnel, et ce partage des savoirs est difficile. On évoquait la possibilité d'avoir des postes mixtes, de cheminer entre les deux. C'est pas aussi simple que ça, d'être capable de cheminer entre les deux. Voilà. Alors, si je continue sur le point, qu'est-ce qu'on a en France? On a eu une installation, au contraire, elle, très limitée. Alors, vous me permettrez deux rapports. Le premier, c'est la loi de 70. La loi de 70... Je vais la caricaturer, mais quand même, c'est plutôt un modèle de soins psychothérapeutique, avec un point important, qui est la pénalisation de l'usage. Et vous auriez été dans cette salle, dans les débats de la loi de 70, le grand instrument dont personne n'a parlé depuis aujourd'hui, depuis 2 jours, c'était l'injonction thérapeutique, IT, injonction thérapeutique, c'est-à-dire un schéma qui faisait qu'on allait aux soins parce qu'on avait été interpellé et qu'on disait finalement, nous ne te mettrons pas en prison si tu vas consulter. Voilà. L'accès aux soins, c'était suite à la menace ou à l'interpellation, et la grande mesure novatrice, c'était l'injonction thérapeutique. Je ne reprendrai pas ces 2 points, mais parce qu'ils ont été, je crois, suffisamment décrits. Qu'est-ce qui fait peur? Encore aujourd'hui, je suis de ceux qui ont mené le débat sur la réduction, sur les salles de consommation. Les 2 grandes objections que j'entendais quand on en discutait avec tous les collègues avec qui on avait relancé ce débat, c'est vous allez favoriser l'entrée dans la drogue. Pourquoi? Parce qu'en diminuant le risque, vous diminuez la peur, et si vous diminuez la peur, les gens iront consommer. Et puis, deuxième objection, qui a encore été utilisée il y a 15 jours, j'ai vu dans un article, vous allez diminuer la volonté de se soigner. Pourquoi? Parce que pour se soigner, il va falloir toucher le fond de la piscine, il faut en avoir ras-le-bol, et si vous leur soulagez leur souffrance, eh bien, ils ne voudront plus se soigner. Ça prouve la méconnaissance de ce que c'est que la trajectoire d'un usager ou d'un PACA, comme dirait notre collègue Tim Grissen. Alors, du côté de la loi de 2004 qui va consolider la réduction des risques, on est à la grande loi d'après, on est dans la lutte contre le sida. Donc là, quels sont les grands instruments? Vous l'avez dit, c'est les programmes d'échange de seringues et c'est les TSO. Hein. C'est autour de ça que ça se bataille. On ne demande plus à l'usager d'aller vers le soin en échange d'éviter la prison, on lui propose d'aller vers lui et de lui proposer des instruments qui sont un peu plus adaptés. Qu'est-ce qui reste comme objection? Eh bien, l'objection qui est faite, y compris par certains du canal historique, comme certains disaient en rigolant, donc je peux le reprendre, de la RDR, qui est, mais du coup, on a institutionnalisé la RDR, on lui a enlevé de l'autosupport, on l'a trop médicalisé. C'est une objection qu'il faut entendre, hein, parce que ça peut être un frein. Et puis, l'autre point que l'on peut
avoir et qui a participé. Il y a aussi ici un certain nombre de canaux historiques, y compris du côté de la DGS et de l'administration. Quand on a écrit les décrets XAPA à Carud, il y avait une volonté de sécuriser cette ERDR fragile et de dire si on la noie dans la grande masse des XAPA qui, eux, ne savent pas faire, elle perdra. Donc on a même, à l'époque, volontairement séparé XAPA Carud. Moi, je me rappelle d'un jour où on a décidé de ne pas mettre en clair la mission RDR dans l'EXAPA pour être sûr qu'elle serait bien préservée de façon forte par les Carud. Donc aujourd'hui, quand on accuse certains XAPA de ne pas vouloir le faire, il faut aussi avoir un petit peu la mémoire de l'histoire. Et je trouvais très bien que Vincent Meille ose dire, effectivement, il y a des lieux de soins à qui on a dit, vous êtes là pour faire du sevrage. Donc il faut qu'ils se débrouillent pour retordre le cadre, mais c'est parfois plus compliqué de retordre le cadre. Pour aller très vite et essayer... Ouh là, j'ai appuyé sur le cannabis, qu'est-ce que ça va faire ? Ce qui est effectivement une flèche cannabis, hein, plus. Pour ceux qui sont montés à la tribune, je vous le confirme. Il reste 5 minutes. C'est bon, soyons zen. La loi de 2015, la troisième loi qu'on a maintenant, c'est la loi de 2015, et elle prend en compte une partie de ce qu'on a souhaité. Elle élargit la définition de la RDR, elle permet de ne plus la résumer à la lutte contre les maladies infectieuses, et vous avez... Alors attendez, je vais juste... du coup passer vite ces diapositives. Ça, c'est une diapositive sur les obstacles. Je vous la laisserai, mais en gros, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit des choses qu'on a dit. Il y a des obstacles statutaires, réglementaires. Ça a été évoqué par Fabrice Pérez. Par exemple, pour faire du festif, il faut travailler le week-end ou travailler la nuit. Avec des salariés, c'est jamais très simple. Du côté des pères aidants, il y a aussi tout le travail autour de donner un statut professionnel à des acteurs venant du champ. Il y avait naturellement des personnes qui étaient là dans les premiers centres de soins. On a dû les licencier parce qu'avec l'institutionnalisation même du médico-social, ils n'avaient pas les diplômes, ils n'avaient pas les statuts permettant de les garder. Donc maintenant, on est un peu coincé là-dessus. Le truc du milieu, c'est de vous signaler que la grande maladie française, c'est de créer des strates et des filières. Donc il y a la strate du premier recours, je dirais plus la médecine de ville ou les pharmaciens pour pas me faire tirer dessus, mais il y a la strate du premier recours coupée du secteur spécialisé, mais il y a aussi, balayons devant notre porte, la strate des opérateurs. Chaque opérateur veut labelliser son petit manuel, veut faire sa petite histoire. Il y a la strate, moi j'ai participé récemment à un congrès où on présentait un outil qui vous a été présenté ce matin, l'intervention précoce, mais en santé mentale, on déboulait les mêmes acteurs, mais personne n'avait fait le lien avec l'intervention précoce en addictologie. Donc c'était absolument, complètement schizophrénique, chacun enfermé dans sa petite citadelle. Et puis, il y a des confusions au niveau des dispositifs, et j'en redirai un mot. Donc là-dessus, maintenant, on va sur la loi de 2015, et la loi de 2015, elle nous ouvre un certain nombre de pistes que vous voyez là, et en étendant à l'ensemble des substances, en sortant, la première diapositive était pour nous importante, puisqu'elle sort la réduction des risques du champ strict de la lutte contre les maladies infectieuses, et qu'elle la met de façon plus globale sur les questions de toxicomanie. Alors, pour terminer, mes recommandations, la première, j'ai juste à la citer pour la beauté du geste, c'est la formation. Sur la formation, il y a un vrai travail à faire, parce que si vous mettez bout à bout ce que les uns et les autres ont dit, on l'a à peu près le programme de formation. Il faut qu'il y ait de la réduction des risques classiques, il faut qu'il y ait de l'autosupport, il faut qu'il y ait de la communautaire. On a à peu près le programme. Je rajouterai simplement qu'il est important de former aussi les juristes, aussi le personnel pénitentiaire, aussi le personnel du ministère de la Justice, et de former aussi le ministère de l'Intérieur. Je trouve que le grand défaut du casting qu'on a fait, c'est qu'il n'y ait pas eu suffisamment ce type d'acteurs qui sont des partenaires naturels, même si on en a marre de la loi de 70, sont quand même des partenaires importants pour une application correcte de cette nouvelle extension de la RDR. Pour aller encore plus vite, la recommandation numéro 2, ça va être de déployer les missions et les pratiques, et c'est là qu'on est sur quelque chose de compliqué, parce qu'il faut tenir compte de l'existant quand on dit déployer. Il y a des structures, donc comment on les démonte, et je vous propose de suivre un schéma en plusieurs axes. Le premier, on l'a beaucoup cité, c'est la diversité des personnes et la diversité des situations. Arrêtons de dire les addicts, il y a des publics très différents en âge, en histoire, et il faut qu'on soit capable de le dire. Donc on ait cette diversité des réponses. La deuxième chose, c'est de prendre tout bêtement le DSM
système tel qu'il est fait maintenant et qui nous parle de troubles de la conduite, en disant on va du plus simple au plus grave. Donc là aussi, accepter de déployer des outils de gravité différente, d'intensité différente, d'intervention différente. Je reviens au débat sur la salle de consommation. Les bras m'en tombaient quand on disait « mais vous voulez que nos enfants aillent dans les salles de consommation ?» Je dis « rassurez-vous, vos enfants n'ont pas besoin d'aller dans les salles de consommation. C'est pas là qu'on fabrique la consommation de vos enfants. Si ça vous intéresse, il y a quelques hypothèses sur l'endroit où on la fabrique, mais des personnes en situation de grande précarité dans la rue, eux, ont besoin de l'outil de salle de consommation. » Et puis, le plus compliqué, alors on a chacun fait le petit jeu d'essayer de voir comment ça se ferait. Moi, je me retrouvais assez dans ce que disaient Pierre et Fabrice ce matin, c'est-à-dire il faudrait peut-être consolider des pôles médico-sociaux de RDR côté professionnel, en tenant compte que de plus en plus de XAPA et de CARUD sont gérés par les mêmes acteurs et sont petit à petit mis dans une dynamique commune. Et donc là, on pourrait avoir une sorte d'expertise commune de la RDR par les professionnels. Et de l'autre côté, parce que pour moi, je crois que la RDR, si ce n'est qu'une assorte de professionnels, on se plante, il faudrait avoir des grands réseaux qui soient aidés, soutenus, y compris financièrement, d'où ma remarque sur la réorientation d'un certain nombre de budgets, et qui fassent une place à tout ce qui est de la RDR, du côté de la santé communautaire et du côté de l'autosupport. Ces deux seraient naturellement en dialogue. On n'est pas forcé d'être des bisounours, mais on n'est pas forcé de se plier à cette espèce de concurrence que l'on génère entre nous, et on peut penser en termes de complémentarité entre les deux. Et parce que je ne les ai pas oubliés, si on considère, et je crois que c'était dit par un intervenant cet après-midi, ce matin, que ces acteurs ont un peu plus la mission principale de faire de la RDR, on aurait des acteurs qui ont la mission de faire de la RDR, non pas secondaire en sens d'importance, mais parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Ceux-là font un peu plus que de la RDR. Les autres, c'est-à-dire les pharmaciens, les équipes de liaison, un certain nombre de personnels hospitaliers, les collègues de la médecine de ville, de la pharmacie de ville, ne font pas que de la RDR, en tout cas ne font pas que de la RDR en addictologie, ils font d'autres choses. Et donc il faut permettre que ces pôles échangent leurs compétences, échangent leurs informations, au lieu de se renvoyer la balle sur des processus de déqualification ou de disqualification. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on oublie parfois de distinguer la mission principale, la mission secondaire. La recommandation numéro 3 serait... Elle aussi, je suis rassuré puisqu'elle a été plusieurs fois évoquée, c'est donc de préserver l'autosupport et l'approche communautaire. On retrouve sur ces différents versants. J'insisterai plus sur les deux dernières diapositives. Les nouveaux groupes d'usagers, alors ça rejoint probablement quelque chose que dit Tim Grissen. Moi, je suis intéressé de voir à l'endroit où je travaille comment des nouvelles solidarités se créent entre les usagers, même à partir de la loi de 2002, mais en l'élargissant. C'est ni complètement des groupes d'entraide autour de l'abstinence, c'est ni complètement de l'autosupport, c'est des façons nouvelles de s'accompagner, et il faudrait qu'on puisse petit à petit consolider ça et le théoriser et le soutenir. Et puis, il faut soutenir les publications, il faut aider ces personnes à faire sortir ces savoirs expérientiels. C'est pas simple de présenter à la tribune, c'est pas simple d'écrire, et ça ne doit pas disqualifier un savoir vis-à-vis d'un autre. Et là, on a vraiment un effort de mise en commun qu'on doit faire. Pour terminer, la recommandation 4, elle a été faite plein de fois. On a besoin de pôles d'intervention. Je crois que c'était pour le coup la proposition de Fabrice. Il faut aussi qu'il y ait, Fabrice Pérez, il faut aussi qu'il y ait des pôles d'expertise. Ces pôles-là, ils ont besoin d'avoir des moyens supplémentaires. Ils ont besoin d'être pris dans des dynamiques d'organisation supplémentaires. On l'a vu avec les salles de consommation, on le voit avec Cousine First, on le voit avec Tapage. Mais j'insisterai toujours sur le dernier point. Ces pôles n'ont un intérêt que si ensuite la question de la diffusion et du partage de cette expertise est bien pensée. Et c'est là encore qu'il faut qu'on soit dans une approche très ouverte pour que ce ne soit pas des effets d'appropriation. Donc je vais terminer sur ce point-là. Ma dernière diapositive sera de vous rappeler que de mon point de vue, et je crois l'avoir entendu chez pas mal d'entre nous, la RDR, c'est une nouvelle clinique, c'est une clinique des modes de vie, et elle soumet les trajectoires de soins aux trajectoires de vie, et c'est là qu'elle est vraiment révolutionnaire, et elle nous demande d'accepter deux phrases qui ne sont pas simples à accepter. La première, tout le monde l'accepte, il faut qu'elle s'occupe autant des risques pris que des dommages causés. La deuxième, à chaque fois, on nous dit quand même, vous poussez un peu, ça veut dire qu'il faut qu'elle s'accepte autant des plaisirs recherchés que des dangers encourus, et donc qu'elle soit capable de dire aussi ce qu'elle autorise, et pas simplement ce qu'elle interdit. Merci. Merci. Jean-Pierre, tu peux...
Il y a maintenant 15 minutes de questions qui vont être adressées. Donc, la commission d'audition a-t-elle des questions pour Jean-Pierre? Oui, Madame Cornier. Monsieur Coutron, moi je suis tout à fait d'accord avec votre propos sur la nécessité pour les intervenants des différents champs, santé, justice, police, etc., de travailler ensemble. On le dit depuis de nombreuses années, on a essayé au niveau central de faire travailler les administrations ensemble. On arrive plutôt, je dirais, à peu près bien à le faire. Mais au niveau local, chacun dans son coin est persuadé de la nécessité de travailler avec les autres. Et ça ne marche pas. Donc comment vous voyez ça, vous ? Je vais peut-être avoir un langage politiquement peu correct, mais je pense qu'on manque de courage là-dessus, très clairement. C'est-à-dire que ce qui fait que ça ne marche pas localement, c'est que parfois les acteurs locaux ne se sentent pas impliqués par le discours et par l'état de la science telle qu'elle a été validée. Voilà, moi j'ai participé, je suis un acteur de terrain, je continue d'exercer dans un centre de soins au quotidien, je participe à des rencontres avec des fonctionnaires de police qui commencent leur intervention en disant il y a une overdose de cannabis. Bon, je veux bien qu'on communique sur la dangerosité du cannabis, il y a des choses nouvelles, mais il y a autre chose à faire qu'à commencer avec ce type de diapo. Quand on leur dit ce serait bien quand même qu'on fasse un effort d'eux, on sent que voilà. Donc je pense on a une difficulté effectivement à faire passer globalement un message suffisamment cohérent. Il y a eu un début de mise en commun qui s'est faite, mais c'est effectivement sur le terrain trop fractionné. La deuxième chose, je le dirais, j'ai été très vite dans ma présentation, je l'ai un peu plus développé, c'est de notre côté à nous acteurs, on est parfois enfermé dans notre logique d'acteur, pour le dire clairement, dans notre logique d'association. Donc là, il y a l'association A qui fait plutôt de la prévention, donc elle va plutôt pousser sur la prévention sur le terrain. L'association B fait plutôt, entre guillemets, la réduction des risques. Pour continuer à les opposer, vous avez compris que ce n'est pas ma conviction, mais localement, quand c'est le même budget qui est partagé par l'ARS, soit entre A, soit entre B, ça génère des phénomènes de compétition, de concurrence, et parfois même, ça génère des dysfonctionnements qui fait que du coup, sur le terrain, le discours commun, non seulement il n'est pas tenu, mais c'est même, je te cache une case sous la table pour empêcher que tu joues la partie. Je le dis crûment parce que l'intérêt d'une commission d'évaluation comme celle-ci d'expertise, c'est de soulever ce qu'il y a sous la table et de mon point de vue, de s'attaquer à ces problèmes organisationnels qui, dans un certain nombre de lieux, expliquent une partie des questions qui se posaient. Pourquoi tel savoir-faire n'a pas été diffusé ? Eh bien, parce qu'effectivement, on est dans un contexte parfois qui nie la diffusion, qui la rend beaucoup plus compliquée. Voilà, je m'excuse d'avoir été peut-être un peu trivial dans ma réponse, mais c'est de ma posture d'expert, mais aussi de ma posture d'acteur de terrain qui le vérifie trop souvent. Claude Magnin. Est-ce que vous expliquez cette différence entre l'Europe et la France ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas envisager quand même, on parle tout le temps d'Europe, comment est-ce qu'on ne peut pas envisager que sur des problèmes aussi graves, il n'y ait pas une réflexion commune sur la gradualité, par exemple? Je pense en tout cas, pour être un peu plus optimiste que ma première réponse, que les choses ont plutôt bien évolué en France ces dernières années, c'est-à-dire petit à petit, on s'est rapproché de ce modèle intégrationniste et on s'est rapproché d'une partie de ce qui se fait en Europe. La deuxième chose, c'est que les outils, alors je sais qu'il y a l'OFDT est représenté ici, les outils pour permettre aux collègues de penser la situation européenne, il faut sans arrêt les donner, sans arrêt donner de l'information sur ce qui se fait à l'extérieur, ainsi de suite. Donc là, je dirais du côté des professionnels, les choses ont plutôt bien bougé. Après, il y a une crispation sur la loi du côté français, qui est quand même très spécifique. Je suis un acteur qui commence à être âgé. Je suis étonné de voir à quel point des collègues dans d'autres pays, dans les 30 années que j'ai fait dans ce champ, ont tantôt durci la loi, parce qu'ils l'ont durci, mais ensuite ont été capables à certains moments de l'assouplir, ont bougé, alors qu'en France, on est resté accroché à une sorte de l'imagino-imaginaire, qui est de dire c'est parce qu'on interdira, ce que j'ai essayé de rappeler, et avec une confusion des niveaux d'interdiction entre le travail éducatif. J'ai choisi de rester sur le soin, vu le peu de temps, mais ce que disait Véronique Gargui le montre qu'on peut le faire sur la prévention. Et je pense que ces deux points-là expliquent un peu la situation française. Une sorte de sanctification de la loi et de l'interdit pénal. Et puis, il y a eu un retard à diffuser de bonnes informations et à faire que les choses s'ouvrent. Du côté de la circulation de l'information, on a progressé. Du côté de la loi, on est toujours crispé.
Claude Magnin, puis Oui, monsieur. Claude Magnin, donc médecin généraliste. Pour répondre à cette nécessité de casser les strates effectivement qui séparent les acteurs du soin, de la réduction des risques, nous avons deux occasions intéressantes, me semble-t-il, d'avancer un petit peu de façon tout à fait pragmatique, au-delà des incantations, à organiser l'articulation des acteurs. La première, c'est l'expérience de la primo-prescription en médecine de ville de méthadone, non pas en tant que, je vais dire simplement, simple réflexe moléculaire, tout simplement parce que ce dispositif auquel nous avons travaillé les uns et les autres va permettre de mettre en lien directement les médecins prescripteurs, les pharmaciens dispensateurs, les XAPA, éventuellement certains services hospitaliers, dans le cadre d'une convention qui va les réunir, dispositif qui sera ensuite évalué, bien entendu. Donc c'est une première action pragmatique, me semble-t-il, qui n'a pas d'équivalent jusqu'à présent. La deuxième proposition, la deuxième voie de recherche, me semble-t-il, pourrait être celle d'instituer, au moment où on fait son choix de médecin traitant, à 16 ans, voilà, de mettre en place une consultation de prévention. Voilà, que réaliserait le médecin traitant sur l'évaluation du mode de vie, sur l'évaluation éventuellement de l'état de santé, des modes de consommation, qui permettrait d'inclure complètement la médecine générale, qui est pour l'instant insuffisamment impliquée sur ce sujet, dans les pratiques de réduction de risque, dans le cadre d'un repérage précoce, d'une intervention brève dont on sait l'efficacité. Alors je voulais avoir simplement l'impression de Jean-Pierre sur ces deux éléments. Bah, moi, sur les deux, c'est très, très, très simple, hein, je les soutiens complètement. Voilà, l'entrée méthadone en ville, c'est une nécessité, et le fait que ce soit lié à un progrès, parce que c'est une des discussions que j'avais suivies, que ce soit lié à une sorte d'engagement à travailler ensemble, me paraît pour le coup faire d'une pierre deux coups, donc ça me va très bien. La convention ne sera pas contraignante, mais elle permettra un petit peu cette mise en commun et le fait de se décloisonner. La deuxième chose, une consultation d'addictologie, effectivement, à un temps T symbolique en médecine de ville me paraît aussi quelque chose d'intéressant. C'est toujours pareil. C'est pas de ne pas faire ce genre de truc. C'est si on crée des nouveaux points de rencontre, à chaque fois de les penser comme étant en lien avec le reste. Et encore une fois, cette idée de dire que plus des entrées seront générales, plus elles seront ouvertes, plus elles seront diversifiées, mieux ce sera. Mais en même temps, on sait bien qu'une des difficultés de repérer la problématique, c'est au cas où je resterai avec la problématique sur le dos, sur le bras, parce que cette problématique me demanderait de devenir un intervenant spécialisé, alors que j'ai choisi d'être et de rester un intervenant généraliste. Et les deux doivent être respectés. C'est-à-dire, pour moi, dire que quelqu'un a choisi d'être un intervenant généraliste, c'est tout sauf une critique. C'est dire qu'il a choisi de faire ce rôle difficile, de faire un premier terrain de rencontre. Mais du coup, il faut que si jamais il rencontre une situation qui lui demanderait de s'investir au-delà de ce qu'il peut faire, le lien soit fait. Et c'est là-dessus, je trouve, qu'on a de vrais progrès à faire, et les outils que tu proposes, par exemple, pourraient participer de ces progrès. Monsieur avait demandé la parole. Oui, en revenant sur les interventions de l'après-midi et profitant de vous pour relancer sur une question ou deux. Ce que nous a dit Véronique Grappe, à savoir que ces problèmes-là étaient universels, voire éternels, nous disait aussi que ces problèmes-là nous disent beaucoup de la société dans laquelle on vit, et pas seulement la société dans laquelle on vit produit des addictions ou produit des comportements addictifs. Et si je dis ça, c'est pour m'appuyer sur Tim Grissen, de voir avec vous si effectivement les droits des malades et la démocratie sanitaire restent au fond des ressources, sinon thérapeutiques, en tout cas des conduites thérapeutiques, partagées évidemment entre le soignant et le soigné. Avec une nuance malgré tout, et je crois qu'il faut quand même le dire nettement, à savoir que nous sommes dans un moment où ce qui se radicalise le plus dans les comportements, en tout cas dans les situations, ce sont les inégalités sociales, avec les phénomènes de crise démultipliés sur l'urbain, sur l'éducation, sur les familles, sur la santé, sur le corps. Donc voilà, donc juste vous relancer. Peut-on trouver dans les droits des malades, dans la démocratie sanitaire, dans les idéaux démocratiques tels qu'ils ont été repris dans ce logiciel, la démocratie sanitaire,
une ressource, effectivement, pour la médecine et pour les conduites thérapeutiques, en tout cas pour les suites thérapeutiques d'une manière générale. Et non Merci pas de un votre ennemi. question. Peut-être on va laisser Jean-Pierre répondre. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir y répondre. Je vais peut-être faire 3 scansions pour répondre. La première, je pense qu'effectivement, une partie du travail que l'on a à faire dans l'accompagnement des familles et dans l'accompagnement des personnes, et c'est là qu'il faut être très respectueux des différents outils qui ont été évoqués, c'est parce qu'on est quand même dans une société où l'individu neutre, libre de ses choix, est parfois une grande fiction. C'est-à-dire qu'il est quand même bombardé et pris dans un certain nombre de messages qui ne sont pas aussi neutres que ça et sur lesquels certains travaillent avec beaucoup d'attention. Et donc du coup, cette capacité de l'accompagner ne doit pas être infantilisante, parce que là, on perdrait ce qu'on gagnerait. Et c'est pour ça qu'il faut être dans un débat permanent pour ne pas être figé, sinon dans le rôle de celui qui dirait ce qui est bien et l'autre, mais d'être plutôt dans une interpellation qui permet de répondre à un tiers qui, lui, n'hésite pas à... Alors, voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais pour moi, que ce soit du côté de l'accompagnement versus soins, entre guillemets, ou que ce soit de l'accompagnement dont parlait l'autre Véronique Garguil, au niveau de l'accompagnement, de la prévention et de ce qu'elle peut devenir, il faut qu'on soit sur cette possibilité. Personnellement, je rêverais qu'on puisse aussi bien enseigner l'usage de produits que l'ascèse et l'abstinence. Voilà. Je rêverais que, comme dans la philosophie grecque, on soit capable de parler à nos enfants aussi du plaisir de l'objet, mais du plaisir de se passer de l'objet, et simplement, comme un certain nombre de nos enfants, qui ne sont pas plus décérébrés que nous ne l'étions, sont capables de le faire quand ils se posent en fin de journée devant un paysage, qu'ils regardent un paysage, et qu'ils sont surpris de voir qu'ils ressentent quelque chose à une intensité qu'ils n'imaginaient pas. Mais je m'égare, donc je me resserre. Jean-Maxence, des questions web. Oui, alors il semble qu'on fasse de la réduction des risques 2.0 en live, parce qu'il y a quelqu'un qui dit que nos débats lui permettent de réfléchir sur sa consommation d'alcool et de drogue et que ça l'aide. Voilà, donc ça c'est un point. Il y a pas mal de messages sur la défense du vapotage et son intérêt, sur le housing. Et il y a une question qui tourne autour de dans un modèle qui se définit en partie de manière orthogonale par rapport à l'abstinence dogmatique, quelle est la place de ceux qui sont dans l'expérience de l'arrêt, ou il faut continuer à l'appeler abstinence, mais qui vont dans cette direction-là? Quelle est la place de cette expérience-là aujourd'hui? Je pense qu'entre ce que disait, ce qui a été dit hier et ce que j'ai redit aujourd'hui, pour moi, la place de l'abstinence, elle doit rester un choix absolument proposé, libre, et qui vient rencontrer le moment de l'évolution de l'histoire d'une personne. Je crois vraiment qu'on a à la fois des personnes qui vont faire des choix de période d'abstinence, et c'était évoqué ce matin parce que ça leur permet de repenser quelque chose, et des personnes qui vont faire un choix d'abstinence un peu plus durable, parce que pour eux, pour ces personnes, c'est le point d'équilibre qu'elles auront pu construire. Ce qui me paraît très différent du schéma que j'ai connu quand je suis arrivé dans le secteur de soins, où c'était tu viens me demander d'être soigné, ça veut dire que tu viens me demander d'arrêter complètement le produit et que tu t'arrêteras complètement. Donc on voulait faire passer tout le monde par un chemin qui est quand même relativement étroit. Aujourd'hui, on a appris à avoir plutôt plein d'objets à disposition, et avec chacun, on prend dans la boîte à outils les objets qu'on a envie de prendre, et c'est avec lui qu'on construit des micro-trajectoires qui, petit à petit, c'est ces micro-trajectoires de soins qui vont faire trajectoire de vie. Et à l'intérieur, eh bien, l'abstinence fait partie des expériences absolument intéressantes. Et je redis, je vais me réégarer puisque je suis invité, que faire passer par des moments de non-consommation un certain nombre de nos adolescents, c'est une expérience passionnante. J'ai participé l'autre fois à un débat d'un personnage médiatique qui a fait cette petite expérience d'aller se couper de son téléphone portable pendant 3 mois dans sa maison secondaire au fin fond de l'Auvergne. Je ne sais pas si vous connaissez. Il en a fait un film. Ça paraissait extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça paraisse extraordinaire. C'est-à-dire qu'il fasse le choix de faire quelques semaines ou quelques mois d'abstinence, en a fait une vedette médiatique. Donc voilà, je trouve qu'on est sur les paradoxes que j'essayais de questionner à propos du film sur les recettes pompettes, où on va s'emballer sur un film alors que sur Internet diffuse des scènes de biture absolument extraordinaires en permanence, tout simplement parce que là, on n'a pas voulu réguler. Voilà, donc cette question de l'abstinence, l'hyperconsommation sont prises à travers des filtres et des représentations médiatiques qui nous empêchent de réfléchir le problème, me semble-t-il, d'une façon un peu plus créative.
Merci, je pense qu'on peut remercier notre expert.